Si vous avez vu le film Oppenheimer, vous avez peut-être été intrigué par cette histoire de bombe nucléaire qui pourrait embraser toute l'atmosphère sur un malentendu. La réaction en chaîne de la bombe nucléaire pourrait ne jamais s'arrêter, emportant la Terre avec elle. Et dans le film, Oppenheimer dit que la probabilité est proche de zéro. Enfin du coup, Cillian Murphy dit ça, et on verra que ça a son importance. Mais alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut vraiment assigner une probabilité? Et si oui, c'est combien? On veut des chiffres. Ce sujet a déjà été traité par pas mal de youtubeurs anglophones, notamment Kyle Hill, j'espère que je prononce bien. Si vous parlez anglais, je vous recommande toute sa chaîne, c'est vraiment top, mais ici on va rentrer un peu plus dans les détails. En 1975 sort dans le Bulletin des scientifiques atomiques un article qui énonce que la probabilité qu'une bombe nucléaire embrase toute l'atmosphère, c'est 3 sur 1 million. Chaque détonation supplémentaire d'une bombe nucléaire est un risque pris par l'humanité de tout faire péter, un jet de dés qui s'avérera un jour fatal. Et si 3 sur 1 million ça a l'air de rien, si on prend en compte qu'il y a eu plus de 2400 essais nucléaires entre 1945 et 1980, ça ramène déjà ce nombre à 0,7%. Et c'était un risque bien connu des scientifiques qui ont travaillé sur la première bombe nucléaire. Le 16 juillet 1945, à Los Alamos, dans le désert du Nouveau-Mexique, Fermi propose un pari. Maintenant, faisons un pari sur si l'atmosphère s'embrasera avec ce test. Ce test, c'est Trinity, le premier prototype de bombe nucléaire, on est juste avant qu'elle explose. Et Fermi, c'est pas n'importe qui, c'est un physicien, c'est le premier physicien qui a fait l'expérience d'une réaction nucléaire en chaîne. C'est le prototype des centrales nucléaires d'aujourd'hui. Et c'est aussi le premier physicien qui a fissuré un atome d'uranium en le bombardant. Bon, il avait pas compris que c'est ce qu'il avait fait, c'est d'autres physiciens qui l'ont compris, mais quand même. Bon, en fait, on va encore remonter le temps. Le projet Manhattan, c'est 130 000 personnes qui, entre 1942 et 1946, ont développé la première bombe nucléaire. Pour se faire un peu une idée de l'ampleur du projet, c'était 1% du PIB américain. Ça veut dire qu'il y avait 1% de la production économique du travail de tous les Américains qui finissaient dans ce projet, pendant 4 ans. Oui, c'est la définition du PIB, mais faut se rendre compte un peu de l'ampleur du truc, quoi. Et parmi ces 130 000 personnes, il y a un scientifique, Edward Teller, qui arrive au bureau un matin, en disant à ses collègues, mais en fait, il arriverait quoi à l'air si une bombe nucléaire explosait dans l'air? Ce qu'il a en tête, c'est que la bombe nucléaire pourrait générer des températures tellement élevées qu'elle ferait fusionner les atomes de l'air. La fusion de noyaux atomiques, c'est par exemple ce qui se passe dans le Soleil, alors on reviendra dessus plus en détail plus tard, mais ce qu'il faut savoir pour maintenant, c'est que ça génère de l'énergie. Et cette énergie, ça va permettre de chauffer d'autres noyaux d'atomes dans l'air, et donc de les faire fusionner à leur tour, créant ainsi une réaction en chaîne qui s'étendrait à toute l'atmosphère de la planète, transformant la Terre en une gigantesque boule de feu. Quand Oppenheimer, qui dirige le projet Manhattan, a été informé de cette possibilité, il a voyagé toute la nuit en train pour aller voir Arthur Compton. Arthur Compton, c'est pas n'importe qui non plus, c'est lui qui dirigeait le comité spécial du programme Uranium, qui ont découvert qu'on pouvait effectivement faire une bombe, et qui ont aussi placé Oppenheimer en charge du projet. Compton racontera plus tard « Je n'oublierai jamais cette matinée. Ça serait la catastrophe ultime. Mieux vaut accepter l'esclavage des nazis que d'avoir une chance de tirer le rideau final sur l'humanité. » À ce moment, les Américains ils savent pas du tout où ils en sont par rapport aux Allemands dans la construction de la bombe. En réalité, les Allemands ils avaient quasiment déjà abandonné, mais ça les Américains ne le savaient pas. Ce qu'ils savaient, c'est que de l'autre côté de l'Atlantique, les Allemands avaient un des plus grands génies de la physique quantique, Heisenberg. Alors son rôle dans le projet nucléaire allemand est toujours controversé, mais toujours est-il qu'il a aussi découvert la possibilité d'embraser l'atmosphère. C'est remonté jusqu'aux oreilles d'un certain dictateur allemand qui, même lui, était pas emballé qu'une bombe nucléaire puisse embraser son futur empire. Ok, alors pour bien comprendre tout ce que je viens de raconter, on va repartir du début et comprendre comment marche une bombe nucléaire à fission comme celle d'Hiroshima ou Nagasaki. C'est des bombes à fission. Et faire une bombe à fission nucléaire, c'est par exemple réunir environ 50 kg d'uranium-235. Et c'est un élément assez rare, parce qu'il représente seulement 0,7% de l'uranium qu'on trouve dans la nature. Mais surtout, on va essayer de comprendre pourquoi il y a une masse critique, une masse minimale pour que la bombe fonctionne. Et on est vraiment content qu'il y ait une masse minimale en fait, parce que ça veut dire que n'importe qui peut pas construire une bombe nucléaire dans son jardin. Comme son nom l'indique, une bombe à fission tire son énergie de la fission d'un atome. Quand un noyau d'uranium-235 se fissure, il se transforme en 2 noyaux plus petits. Mais le point important, c'est que la somme des masses des 2 noyaux créés est plus faible que la masse initiale du noyau d'uranium. Donc on a perdu de la masse dans la réaction, et cette masse, elle s'est transformée en énergie, selon la fameuse formule E égale mc2.
Alors ça peut paraître un peu flou de dire que la réaction a émis de l'énergie, donc très concrètement, cette énergie, ça peut être par exemple la vitesse des particules produites de la réaction. Donc en gros, la réaction, elle génère des particules, et ces particules, elles sont éjectées hyper rapidement. Donc en fait, là, l'énergie, c'est l'énergie cinétique des particules qui ont été émises. Mais cette énergie, ça peut aussi être de la lumière, genre des rayons X ou des rayons gamma, qui sont des rayonnements électromagnétiques hyper puissants. Alors s'il y a un noyau d'uranium qui se fissure, ça fait vraiment pas beaucoup d'énergie. Mais vu qu'un noyau d'uranium, c'est tout petit, et qu'il y a moyen d'en mettre plein au même endroit, ça peut très vite faire des très gros nombres et une puissance énorme. Mais le problème, c'est que fissurer un noyau d'uranium, c'est pas si simple. Alors il se fissure naturellement en réalité, mais ça met 700 millions d'années en moyenne, donc ça va pas le faire. Et l'idée qui a permis de laisser penser qu'on allait peut-être pouvoir fabriquer une bombe nucléaire, c'est qu'on peut déclencher la fission d'un noyau d'uranium en lui envoyant une particule dessus. En l'occurrence, en lui envoyant un neutron dessus, la particule neutre qui compose les noyaux d'atomes. Donc ça permet de fissurer l'uranium sur commande, au lieu d'attendre 700 millions d'années. Mais ce qui est intéressant, enfin intéressant en façon de parler, et c'est pour ça que les bombes nucléaires sont faites en uranium, c'est que quand on envoie un neutron sur de l'uranium, donc il se fissure, c'est ce qu'on avait dit, mais il va aussi émettre d'autres neutrons, 2,5 en moyenne. Et donc si on a plein de noyaux d'uranium au même endroit, quand un noyau d'uranium se fissure, il va émettre des neutrons qui vont aller taper d'autres noyaux d'uranium qui eux-mêmes vont se fissurer, vont émettre des neutrons qui vont aller taper d'autres noyaux d'uranium. C'est la réaction nucléaire en chaîne. Et donc en envoyant juste quelques neutrons sur ma masse d'uranium, je peux déclencher en théorie la fission de tous mes noyaux d'uranium. Et dans une boule de 50 kg d'uranium, il y a des millions de milliards d'atomes d'uranium, et donc une énergie relâchée colossale. Alors ok, mais pourquoi il y a besoin d'une masse minimale, d'une masse critique pour que ça marche? S'il y a une réaction en chaîne, il y a une réaction en chaîne, non? Mais je vous ai menti, dans ma description il y a une faille. Il y a une réaction en chaîne si les neutrons émis par la fission d'un noyau d'uranium vont taper un autre noyau d'uranium. Mais en pratique, mes neutrons ils sont émis dans des directions aléatoires, ils pourraient juste sortir de ma boule d'uranium sans taper aucun noyau d'uranium. Et donc ce qui compte vraiment, c'est que sur les 2,5 neutrons émis en moyenne par la fission d'un noyau d'uranium, il y en ait au moins un qui reste dans ma boule d'uranium et qui aille effectivement taper un autre noyau d'uranium. Donc le paramètre important, c'est le nombre total d'atomes d'uranium que j'ai. Je veux qu'il y en ait assez pour que un neutron ait suffisamment de chances d'aller taper un autre atome d'uranium dans ma boule plutôt qu'il parte dans la nature. Donc l'idée clé à retenir, c'est qu'on a deux phénomènes qui s'affrontent. D'un côté, la réaction en chaîne qui va entraîner la fission de plus en plus de noyaux d'uranium, et de l'autre côté, le fait que les neutrons peuvent tout simplement se barrer de ma boule d'uranium sans interagir avec rien. C'est la compétition entre ces deux facteurs qui détermine si ça va tourner au désastre ou pas. Maintenant, on est un peu plus proche de pouvoir répondre à notre question initiale. Parce que la peur des scientifiques du projet Manhattan, c'est qu'une bombe à fission nucléaire, donc ce qu'on vient de décrire, déclenche une réaction de fusion nucléaire dans l'atmosphère. Parce que oui, si les atomes trop lourds comme l'uranium peuvent se fissurer, les atomes trop légers comme l'hydrogène par exemple, peuvent fusionner et générer de l'énergie. Et encore une fois, ça génère de l'énergie parce que quand deux noyaux d'atomes légers fusionnent, ils créent un noyau d'atomes plus lourd, mais ce noyau d'atomes lourd est plus léger que la somme des masses des deux atomes légers. Ça va, vous suivez? Encore une fois, on a perdu de la masse dans la réaction. Et cette masse, elle s'est transformée en énergie, E égale mc2, donc ça peut être la vitesse des particules émises, ou ça peut être des rayonnements électromagnétiques comme tout à l'heure. Maintenant, on peut pas déclencher la fusion de noyaux d'atomes sur commande comme on pouvait le faire avec la fission grâce aux neutrons. Pour que deux noyaux d'atomes fusionnent, il faut surtout qu'ils repoussent la barrière électromagnétique qui les sépare. Parce que comme ils sont tous les deux chargés positivement, c'est des noyaux d'atomes, de base ils se repoussent. Une des méthodes pour franchir cette barrière d'énergie, c'est d'aller à des températures ou des pressions très élevées. C'est ce qui se passe dans le Soleil, et c'est aussi ce qui se passe dans le projet ITER, où on essaie de construire un réacteur à fusion nucléaire. Parce que la température, c'est une mesure de l'agitation des particules. Plus c'est chaud, plus les particules vont vite, et elles ont une chance de se rentrer dedans et donc de fusionner.
Et donc il suffit d'avoir les bonnes conditions de température et de pression pour déclencher la fusion, il n'y a pas de notion de masse critique. Alors vous allez me dire, s'il n'y a pas de masse critique, il peut pas y avoir de réaction nucléaire en chaîne, non? Donc de quoi on a peur en fait là? Mais en fait si, il peut y avoir une réaction en chaîne, mais ça sera plus similaire à, disons, de la dynamite par exemple. Si je fais sauter un bâton de dynamite à côté d'autres bâtons de dynamite, les deuxièmes bâtons de dynamite vont exploser à cause de la chaleur générée par les premiers. Et là c'est pareil, mais notre carburant c'est pas d'autres bâtons de dynamite, mais c'est l'air de l'atmosphère elle-même. Et on arrive enfin à ce dont avaient peur les scientifiques du projet Manhattan. L'air est composé à 78% d'azote. Si l'explosion d'une bombe nucléaire crée des températures tellement élevées qu'elle fait fusionner les atomes d'azote de l'air, cette réaction de fusion, ça va générer de l'énergie, et donc chauffer les atomes d'azote dans l'air autour, et donc éventuellement les faire fusionner aussi. Et donc eux aussi vont générer de l'énergie et chauffer l'atmosphère autour. Donc en somme, on a une réaction nucléaire de fusion en chaîne, une boule de feu qui grossirait jusqu'à avoir envahi toute l'atmosphère terrestre. Alors après avoir vu le film, je pouvais pas m'empêcher de creuser cette histoire pour voir s'il y avait vraiment une probabilité que ça arrive. Mais je suis pas un spécialiste du nucléaire. Heureusement, les scientifiques du projet Manhattan ont écrit un article à l'époque pour évaluer cette possibilité, qui était évidemment hyper confidentiel mais qui a été déclassifié 30 ans plus tard. Ça s'appelle « Ignition de l'atmosphère par des bombes nucléaires ». Voilà, en science on est direct, on est factuel, on va droit au but. J'ai trouvé qu'une seule version de cet article en ligne et a priori il a jamais été restauré, donc je me sens un peu comme un historien à déchiffrer les trucs mal imprimés. Alors, the rate of energy loss per centimeter of path, bla bla bla, is... Ah. Ok. Bon, ça devait pas être si important que ça, non? Au début de l'article, ils disent directement qu'on n'a pas toutes les infos expérimentales pour savoir si oui ou non, faire exploser une bombe nucléaire signerait la fin du monde ou pas. Ce qui n'est absolument pas rassurant. Mais en bons scientifiques, ils font le choix de toujours surestimer les effets qui vont dans le sens de la catastrophe. Donc voici comment les scientifiques raisonnent. Étape 1, la bombe explose. Étape 2, elle crée des températures hyper élevées. Alors c'est déjà pas évident d'identifier la réaction qui est la plus à craindre. Notamment, beaucoup de gens pensaient que si on faisait exploser une bombe nucléaire au-dessus de l'eau, elle ferait fusionner l'hydrogène dans l'eau et que ça serait ça le truc le plus risqué. Mais les maths nous disent que la réaction la plus à craindre, c'est la fusion de deux noyaux d'azote en un noyau de magnésium. Donc de base, c'est ce qu'on disait, deux noyaux d'azote, ils se repoussent, parce qu'ils sont chargés positivement. Mais à cause des températures extrêmes, ils peuvent aller assez vite pour franchir cette barrière énergétique et fusionner. Donc cette barrière énergétique, les physiciens comptent ça en mégaélectronvolts. Mais à la limite, peu importe, ça nous servira juste de point de comparaison. Il faut 8,6 mégaélectronvolts d'énergie pour que deux noyaux d'azote surpassent la barrière énergétique qui les sépare et fusionnent. Mais cette réaction, elle génère aussi de l'énergie, parce qu'on a perdu de la masse. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en plus du noyau de magnésium, il y a une particule alpha qui est émise. Particule alpha, c'est le nom qui fait peur. On avait appelé ça comme ça à l'époque parce qu'on savait pas encore ce que c'était, mais en réalité il s'agit de noyau d'hélium, donc un atome d'hélium sans ses électrons tout seul. Il y a 17,7 mégaélectronvolts d'énergie qui est émis par cette réaction. Et cette énergie, elle se matérialise particulièrement sous forme de la vitesse des particules alpha et des noyaux de magnésium. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que la réaction éjecte des particules alpha et des noyaux de magnésium à très très grande vitesse. Alors prenons l'exemple des particules alpha. Ces particules alpha, elles vont aller taper d'autres noyaux d'azote, et donc les chauffer et leur permettre à leur tour de fusionner. Mais l'énergie dont on parle là, les mégaélectronvolts, c'est vraiment pas beaucoup, c'est 1 million de fois moins que l'énergie d'un moustique en vol. Mais là, c'est l'énergie par atome d'azote. Et dans l'atmosphère, il y a des millions de milliards d'atomes d'azote. Et au vu des chiffres que je vous ai donnés, vous devriez déjà avoir très peur en fait. Parce que la réaction libère plus d'énergie que l'énergie nécessaire pour faire fusionner deux atomes d'azote. 17,7 mégaélectronvolts contre 8,6. S'il y avait que ça, la réaction se propagerait à l'atmosphère entière. On aurait une boule de feu qui grossirait, emmagasinant toujours plus d'énergie. Donc l'article calcule précisément l'énergie produite par cette réaction. Elle est proportionnelle à la densité d'atomes d'azote dans l'atmosphère, forcément, avec un 1,5 parce qu'il faut compter les atomes d'azote par paire pour qu'ils fusionnent. Ça inclut aussi forcément l'énergie produite par réaction, les fameux 17,7 mégaélectronvolts. Et il reste un dernier terme dans la formule, c'est la probabilité que deux atomes d'azote se rencontrent.
Alors les atomes d'azote ont une chance de se rencontrer parce qu'ils sont chauds et donc ils vont hyper vite, ce qui leur permet de franchir la barrière électrostatique. On pourrait se dire que si on connaît leur vitesse, leur taille et la densité d'atomes d'azote, on a juste affaire à une sorte de billard géant où on peut tout prédire à partir des conditions initiales et que ça doit pas être trop compliqué de calculer la probabilité d'une rencontre. Mais en fait, c'est pas comme au billard. La probabilité de rencontre, elle peut n'avoir aucun rapport avec la taille réelle du noyau d'azote. Ça peut être bien plus gros. Les physiciens parlent de section efficace. Ça dépend de quelles particules sont impliquées, de la nature de l'interaction, bref, c'est un truc qu'il faut mesurer expérimentalement. Mais là, problème, ils connaissent pas ce chiffre. Personne n'a jamais fait l'expérience. Et en plus, c'est le genre de valeur qui peut changer avec la température. Mais là, il nous faut un chiffre précis. Je vous rappelle que ce calcul va déterminer si on va détruire la Terre avec une bombe nucléaire. Alors ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire que cette section efficace, c'est la taille du noyau d'azote, mais que la probabilité de réaction est de 100%. C'est-à-dire que ce noyau d'azote va fusionner avec tous les noyaux d'azote qu'il va rencontrer. Donc je disais que c'était pas un billard géant, mais au final, en vrai, c'est quand même comme ça qu'ils vont faire les calculs. Tant que la vitesse du noyau d'azote est suffisante pour surpasser la barrière électrostatique, voilà, ils supposent que c'est 100%. Ils estiment que c'est exagéré, donc c'est très bien, ça donne une borne supérieure à la production d'énergie de la réaction et ça permet aux physiciens de finir le calcul. Et donc, on a une formule de l'énergie créée par cette réaction de fusion en chaîne dans l'atmosphère. Cette énergie créée, elle augmente avec la température, ce qui est logique. Plus c'est chaud, plus les atomes d'azote vont vite, plus ils ont une chance de surpasser la barrière électrostatique. Et plus ils vont aussi vite se rencontrer, et donc plus la réaction est forte. Bon, si le calcul s'arrête là, on est foutu. Mais comme pour les bombes à fission, on espère qu'il y a un mécanisme qui va s'opposer à la propagation de la réaction. Donc maintenant la question c'est quand deux noyaux d'azote fusionnent, quel pourcentage de l'énergie générée va servir à chauffer et à faire réagir d'autres noyaux d'azote, et quel pourcentage va être perdu dans la nature. Si c'est 100% transmis à d'autres noyaux d'azote, vu que la réaction génère plus d'énergie que ce qui est nécessaire pour la déclencher, on est foutu. Pour ça, il faut examiner les particules alpha qui sont émises lors de la fusion de deux noyaux d'azote, vu que c'est elles qui contiennent l'énergie de la réaction avec les noyaux de magnésium dans leur vitesse. Ces particules alpha, elles peuvent rentrer dans d'autres noyaux d'azote, les chauffer et donc propager la réaction, ou alors elles peuvent servir à chauffer les électrons. Oui, parce qu'on n'en parle pas depuis le début, mais à la base, dans l'air, j'ai des atomes d'azote, donc un noyau avec des électrons autour. Quand la bombe nucléaire explose, ça génère des températures tellement extrêmes que l'atmosphère est transformée en plasma. C'est-à-dire qu'on n'a plus des atomes d'azote, mais des noyaux d'azote qui se baladent tout seuls, et les électrons, ils ont été détachés de leur noyau, et ils se baladent tout seuls aussi. Donc on a voilà une espèce de soupe de noyaux et d'électrons. Mais les électrons, ils sont chargés négativement, et les noyaux d'azote, ils sont chargés positivement, donc les deux, ils s'attirent. La trajectoire d'un électron peut être déviée par un noyau d'azote. Et en étant dévié, sa vitesse peut diminuer. Donc l'électron, il a perdu de l'énergie cinétique. Mais donc, cette énergie perdue par l'électron, elle est allée quelque part. Et en fait, une partie est émise sous forme de rayonnement, de lumière. En fait, quand l'électron freine, à cause de son interaction avec le noyau d'azote, il va émettre de la lumière. Et le point le plus important, c'est que cette lumière, elle va s'échapper de ma boule de feu, sans recontribuer à la réaction du coup. Donc ici, on a notre perte principale d'énergie, ce qui va nous empêcher de mettre la Terre en feu. Les électrons agissent comme une sorte de système de refroidissement. Ils emmagasinent l'énergie de la réaction et ils la perdent sous forme de lumière qui s'échappe de ma boule de feu. Donc c'est parfait, on est content, mais notre système de refroidissement a un point faible. Imaginez que vous ayez une particule alpha qui a été émise par la réaction, donc un noyau d'hélium. Il va à fond, il va rencontrer des noyaux d'azote et il va aussi rencontrer des électrons et il va les chauffer. Sauf que quand une particule alpha va rencontrer un électron, elle va à peine ralentir, parce qu'un électron c'est hyper léger. Alors que quand elle va rencontrer un noyau d'azote, là elle va significativement ralentir, parce qu'un noyau d'azote et un noyau d'hélium, la particule alpha, ça a à peu près la même masse. En gros, c'est exactement pareil que quand au billard, une bille en tape une autre et qu'elle s'arrête parfaitement. L'autre bille a chopé toute l'énergie de la première bille, donc la transmission d'énergie s'est bien faite. Mais ça c'est possible que si les deux billes ont à peu près la même masse. Si la première bille est beaucoup plus lourde que la deuxième, elle va à peine ralentir, et donc elle va transférer beaucoup moins de son énergie. Et bah là c'est pareil, les particules alpha elles vont beaucoup mieux transmettre leur énergie au noyau d'azote que aux électrons. Donc les électrons, qui sont censés chauffer puis agir comme système de refroidissement en émettant la lumière de l'énergie qu'ils ont emmagasinée, et ben en fait ils vont beaucoup moins récupérer d'énergie
que les noyaux d'azote qui, eux, participent à ma réaction de fusion. Donc notre système de refroidissement, il va beaucoup moins bien marcher que ce qu'on pourrait penser au début. Mais bon, après un calcul horrible, on arrive avec la formule des pertes d'énergie de notre système. On obtient aussi une courbe qui croît avec la température, ce qui est encore une fois logique. Plus le plasma est chaud, plus les électrons vont vite et donc vont emmagasiner de l'énergie qu'ils vont perdre par radiation en émettant de la lumière. Donc maintenant la question, c'est quelle courbe est au-dessus de l'autre? Si les gains peuvent être effectivement plus grands que les pertes, ça veut dire qu'il peut effectivement y avoir une réaction de fusion nucléaire en chaîne dans l'atmosphère. Alors on sait qu'à basse température, les pertes sont au-dessus des gains, parce qu'on voit bien en allumant un briquet que l'atmosphère ne s'embrasse pas. Mais si les deux courbes se croisent à un moment, ça veut dire qu'il y a bel et bien une température au-delà de laquelle l'atmosphère peut prendre feu. Et peut-être que cette température, on peut l'atteindre avec une bombe nucléaire. Les courbes ne se croisent pas. Les pertes sont toujours supérieures aux gains. Ouf! Donc on semble tirer d'affaire, mais si on zoome à droite, on voit que les gains se rapprochent quand même vachement des pertes d'énergie. Aux grandes températures, les pertes sont seulement 1,6 fois plus grandes que les gains. Autant vous dire que c'est pas le moment de s'être foiré dans son application numérique. S'ils ont oublié un facteur 2 quelque part, c'est une catastrophe. Ce rapport de 1,6, ils appellent ça le facteur de sécurité. Mais on n'est pas totalement sûr que ça vaille vraiment 1,6. Au cours du calcul, il y a eu des approximations, il y a des trucs qu'on n'a pas totalement vérifiés expérimentalement, et il y a peut-être des phénomènes qu'on ignore aussi. On préférait vraiment que ce rapport soit bien plus grand. Alors est-ce que c'est vraiment ça qui a rassuré les scientifiques de Los Alamos? Est-ce que la survie de l'humanité tient sur ce petit 1,6? Bon, ils savaient ce qu'ils faisaient, je vous rappelle que quand même les gains ont toujours été surestimés par rapport aux pertes, mais surtout, la bombe nucléaire qu'ils étaient en train de construire, ils savaient pas exactement quelle température elle allait atteindre, mais la zone dangereuse des 1,6, elle est à 100 milliards de degrés. Alors une bombe nucléaire c'est très chaud, et tout le monde a du mal avec les grands chiffres, mais 100 milliards de degrés ça fait un paquet de zéros quand même. Alors est-ce que c'est vraiment réaliste qu'une bombe nucléaire puisse chauffer l'air à cette température-là? Quand la bombe explose, elle fait fusionner des noyaux d'azote, et ces noyaux d'azote émettent des particules alpha, et c'est ces particules alpha qui vont aller chauffer l'air aux alentours. Mais les particules alpha, elles vont pas rencontrer direct un autre atome, elles sont éjectées à grande vitesse, et les scientifiques ont calculé qu'en moyenne, elles allaient parcourir 57 mètres avant de rencontrer un autre noyau d'azote. Et c'est cette sphère de 57 mètres de rayon qui doit être chauffée à 100 milliards de degrés. Sauf que dans une sphère de 57 mètres de rayon, il y a environ 10 puissance 31 atomes. Et amener 10 puissance 31 atomes à 100 milliards de degrés, c'est pas facile. Pour donner un ordre d'idée, ça correspondrait à l'énergie d'une centrale nucléaire, mais qui tournerait pendant 3800 ans. Mais là, on parle de l'énergie qui doit être relâchée à l'explosion de la bombe en moins d'une seconde. Une bombe à fission, pour atteindre cette température, elle devrait faire 1000 tonnes. Fat Man, la bombe qui a été larguée sur Hiroshima, elle faisait 4 tonnes. Et encore 1000 tonnes, c'est si 100% des noyaux d'uranium participaient à la réaction. En pratique, ça serait plutôt 100 000 tonnes qu'il faudrait. Donc là, les scientifiques du projet Manhattan se disent qu'effectivement, oui, il n'y a aucun risque que la bombe qu'on construit maintenant mette le feu à l'atmosphère. En incluant la température, le facteur de sûreté, il passe au moins à 1 million, là. Mais les scientifiques savent qu'en construisant cette première bombe nucléaire, on s'arrêtera pas là. Ils savent qu'une course à l'armement nucléaire s'enclenchera et qu'on voudra construire des bombes de plus en plus puissantes, même si Oppenheimer était contre la prolifération des armes nucléaires. Et est-ce que ces bombes plus puissantes, elles pourraient atteindre les températures dont on parle? Et c'est le bon moment pour parler du dernier auteur de l'article, Edward Teller. C'est lui qui développera la bombe à fusion, la bombe H, pour les États-Unis. Et une bombe à fusion, ça transmet beaucoup mieux son énergie à l'atmosphère. Avec une bombe à fusion de seulement 16 mètres de large, on pourrait chauffer l'atmosphère à 100 milliards de degrés. Donc on parle d'un truc qui rentrerait pas dans un avion. Mais quand même, ça commence à faire un peu peur, là, pas pour maintenant, mais pour l'avenir. Et même si à ces températures, on est quand même censé avoir un facteur 1,6 de marge, le facteur de sûreté, et bah encore une fois, si sont gourés d'un facteur 2 quelque part, ou si on a oublié un phénomène, et bah ça veut dire qu'une bombe à fusion pourrait vraiment mettre le feu à toute l'atmosphère. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried.
silent, I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Maintenant, au début de la vidéo, je vous ai parlé de cette probabilité de 3 sur 1 million. Alors, si les scientifiques du projet Manhattan ont bien fait leur boulot, et qu'il y a vraiment un facteur de sécurité de 1,6, est-ce qu'il y a quand même une probabilité que la réaction se produise quand même malgré cette marge de sécurité? Eh bah non, en fait c'est juste faux. Cet article de 1975, il se base sur un article de 1959, mais où la journaliste a mal compris les propos du scientifique. Et ce scientifique, bah d'ailleurs, c'était Arthur Compton, celui dont on a parlé tout à l'heure, qui faisait partie du comité qui a nommé Oppenheimer à la tête du projet Manhattan. Et d'ailleurs, le chef de l'équipe théorique au projet Manhattan, Hans Bethe, a répondu en disant bien « ça n'a jamais été une question de probabilité, c'est tout simplement impossible ». Parce que oui, si la réaction, elle perd plus d'énergie qu'elle en gagne, elle peut pas se propager. Du tout. Jamais. Mais cet article de 1975, je lui en veux pas trop, parce que même s'il dit des trucs qui sont complètement faux, bah on voit qu'en lisant l'article, il est juste en mode « s'il vous plaît, faites en sorte qu'on soit sûr de notre coup ». Et même si, comme on l'a vu, les scientifiques du projet Manhattan n'ont pas du tout pris le problème à la légère, et bah lui, il pouvait pas le savoir. Enfin, si, en fait, il pouvait le savoir, vu que l'article a été déclassifié 2 ans avant. Mais bon, je sais pas, peut-être il l'a pas vu passer. Et c'est vrai que dans l'étude, il y a des hypothèses qui avaient jamais été testées expérimentalement, comme la probabilité que 2 noyaux d'azote se rentrent dedans. Et ça tombe bien, puisqu'en 1978 est sorti un article qui, en profitant des avancées dans la physique théorique, la physique expérimentale, et surtout de l'arrivée des ordis, pour faire des simus, c'est replonger dans le problème. Et c'est vraiment intéressant de revérifier toutes les hypothèses qui avaient été faites. Par exemple, vous vous souvenez qu'ils savaient pas quelle était la probabilité que 2 noyaux d'azote se rencontrent et fusionnent. Et ils avaient supposé que 100% des rencontres menaient à la fusion. Et bah ils avaient surestimé ça d'un bon facteur 100 000. Et cet article, il conclut que le facteur de sûreté, au global, c'est au moins 1 million. Donc cette histoire est définitivement bouclée et enterrée, la probabilité c'est 0. Alors je sais que certains vont me dire qu'en physique quantique, rien a jamais une probabilité de 0, tout a une certaine probabilité d'arriver, aussi petite soit-elle. Par exemple, les électrons peuvent sauter d'une ligne électrique à l'autre dans les circuits informatiques par effet tunnel, alors que si on s'en tient à la physique classique, c'est totalement impossible. Et c'est d'ailleurs pour ça que la miniaturisation des circuits informatiques comme les processeurs ne pourra pas descendre beaucoup plus bas que là où elle est aujourd'hui. Et si on extrapole, on peut associer une probabilité à ce que vous traversiez une montagne de 100 mètres de large et de haut. Donc cette probabilité, vous commencez par mettre un 0, une virgule, puis vous ajoutez des zéros, vous en mettez 10 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, puis vous mettez un 1. 10 puissance moins 10 puissance 40 en écriture scientifique. Si je disais que c'est ridiculement petit, ça sous-estimerait encore à quel point c'est petit. Et ça encore, c'est si on pense que les lois de la physique quantique, qui marchent très bien pour les électrons, s'appliquent aussi à notre échelle, mais ça on n'en sait rien. Et c'est pareil pour notre problème de bombe. Une fois qu'on a dit qu'il y avait un facteur de sécurité de 1 million, bah la probabilité que ça se passe vraiment, elle est astronomiquement faible. Il y a sûrement plein d'autres phénomènes qui ont beaucoup plus de chances de détruire la Terre que ça si on mettait vraiment les probabilités sur tous les phénomènes possibles. Donc je réitère, la probabilité c'est 0. Mais il nous reste une question. Pourquoi Nolan a choisi de raconter ça dans son film? Bon, a priori, il raconte ça parce que le bouquin American Prometheus, dont le film Oppenheimer est inspiré, racontait déjà ça. Et Nolan raconte même en interview que c'est en découvrant cette histoire de probabilité de mettre le feu à toute l'atmosphère qu'il a eu envie de faire ce biopic. Et c'est vrai que l'effet dramatique de dire oui, c'est soit accepter l'esclavage des nazis, où le risque de faire péter toute la planète, c'est super efficace, mais c'est juste totalement faux. Il a transformé le 3 sur 1 million en near zero, et puis voilà quoi. Et si on creuse dans le bouquin, ce near zero, il vient des premiers calculs de coin de table de Hans Bethe, vous vous souvenez, le chef de l'équipe théorique dans le projet Manhattan, mais le livre parle pas de l'étude hyper béton qui a été fait juste après. Mais du coup, on respecte pas trop le taf des auteurs de l'article et du chef de l'équipe théorique, qui, à chaque fois que quelqu'un ressortait cette connerie, venait écrire un article pour dire que non, c'était une rumeur infondée. Maintenant, même les meilleurs scientifiques du monde peuvent se tromper.
En 1954, les États-Unis larguent la plus grosse bombe nucléaire qu'ils ont jamais testée. Les scientifiques de Los Alamos ont fait des calculs pour calibrer le test de cette bombache, et ils se sont gourés d'un facteur 3 sur la puissance de la bombe. Ça a été un désastre, irradiant une grande partie des îles à proximité de l'explosion et un bateau de pêcheurs japonais dont un des membres de l'équipage est décédé suite aux contaminations. Et si Oppenheimer a après milité toute sa vie contre la course à l'armement nucléaire, c'était clairement pas le cas de Edward Teller, notre dernier auteur, qui lui a fabriqué la bombache pour les États-Unis. À tel point que sur l'intro de sa page Wikipédia, il y a une citation de Rabi, un autre très grand physicien: « Le monde serait meilleur sans Edward Teller ». Imagine, c'est ça l'intro de ta page Wikipédia, quoi. Parce que finalement, si Nolan a inclus ça dans son film, c'est parce que c'est cohérent avec son thème, à savoir quand est-ce qu'on sait si la science va trop loin? Est-ce qu'on est sûr que des scientifiques s'arrêteraient s'ils découvraient qu'ils prenaient des risques inconsidérés? Surtout avec l'avènement de la recherche privée ou de l'IA. En somme, il y aura peut-être un moment où des scientifiques qui travaillent sur un projet top secret feront une découverte dangereuse. Et la question, c'est qu'est-ce qu'ils feront si cette fois, ils trouvent un facteur de sûreté qui est plus petit que 1 ?